Alors ce soir nous accueillons Guillaume Probleski qui Guillaume est proviseur au lycée de Jeumont, le lycée Louis Armand à Jeumont, mais Guillaume est aussi historien, c'est pour ça qu'il vient aussi ce soir. Guillaume a fait une thèse sur la résilience des territoires léniers d'Amiens et de Reims, 18e, 19e, je sais pas. C'est ça, oui. Voilà. Et ce soir, donc, Guillaume Probleski vient nous parler des négociants d'une révolution à l'autre. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour votre présence et d'avoir bravé à la fois la bruine et la nuit tombante. Donc on va parler d'un sujet, on va dire peut-être en apparence un peu aride, celui des négociants, mais on a moyen de s'amuser quand même un petit peu au sein de cette étude avec un certain nombre de thématiques qui y sont associées, telles que la manufacture, telles que les teinturiers, telles que la généalogie, etc. etc. Donc comme il a été précisé, c'est tiré assez largement d'une thèse que j'ai soutenue en 2010, qui s'appelle effectivement la résilience des territoires léniers d'Amiens et de Reims. C'était une étude comparative. Et donc l'idée en fait de cette présentation, vous avez vu le sous-titre, négoce versus manufacture à Amiens, c'est d'essayer de montrer un petit peu que loin d'être main dans la main, on va dire, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, eh bien, le monde du négoce et le monde de la manufacture sont en fait un petit peu à couteau tiré. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais passer assez rapidement sur les sources. Comme pour toute thèse, on est sur des sources d'origine très différentes. Donc, bien évidemment, l'inévitable série F12 des archives nationales. On retrouve également pas mal d'informations dans les archives municipales d'Amiens, notamment pour tout ce qui est tribunal de commerce, bourse de commerce, banque. Vous verrez que c'est effectivement très en lien avec le monde du négoce. Et puis aux archives départementales, on a de très belles choses également, alors comme sur la chambre de commerce de Picardie, sur laquelle je ne vais pas trop revenir puisque ce n'est pas tellement l'objet de la communication, mais également des informations très intéressantes sur les membres de la chambre de commerce, et vous allez voir que ce monde du négoce est particulièrement bien représenté, même surreprésenté au sein de cette institution. Voilà, donc je vous propose un plan comme il convient en 3 parties. Tout d'abord, faire un petit peu connaissance avec ces grandes familles du négoce de la fin du XVIIIe siècle. Vous verrez que, même si je parle de la fin du XVIIIe, on remontera quelquefois au XVe siècle pour en parler plus en détail. Voir dans un deuxième temps un petit peu cet entre-soi qui commence à se constituer de manière très intense entre les négociants, et d'arriver dans un troisième temps, on va dire, année de la Restauration jusque Louis-Philippe, pour voir finalement les reproches qui sont formulés par les manufacturiers vis-à-vis d'une tyrannie des négociants. Alors, dans un premier temps, je vous propose donc de faire connaissance avec ces familles du négoce. Ceux qui connaissent un petit peu Pierre Deyon et qui ont lu sa thèse savent que celui-ci présentait en fait le négoce comme 7 ou 8 familles puissantes qui trafiquaient des affaires de la manufacture. Alors on va faire un petit peu connaissance avec ces différentes familles, et je vous propose de commencer par la famille de Gand. J'espère que vous voyez suffisamment bien au fond c'est un arbre généalogique. Je vous préviens, il n'y a pas de belles photos, il n'y a pas de belles illustrations, etc. C'est un peu austère comme je l'ai dit, mais c'est quand même passionnant. Alors les de Gand, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par la partie la plus à gauche avec Antoine de Gand. On est au XVIIe siècle. On est au XVIIe siècle et Antoine de Gand, c'est un marchand qui vient de Paris et qui vient s'installer à Amiens. C'est un personnage dont on connaît finalement assez peu de choses, si ce n'est, on va dire, ce qu'il va laisser à sa descendance par le biais des actes après décès. Donc on sait que c'est un marchand qui va trafiquer en fait des produits de la manufacture. Il va trafiquer du tissu, des fils, etc. Affaire tout de même très prospère pour quelqu'un qui vient de l'extérieur ainsi, en plein milieu du XVIIe siècle, puisque sur les registres de taille, donc des impositions où il est enregistré, il figure parmi les personnalités les plus taxées de la cité d'Amiens. Donc c'est une affaire qui finalement marche bien, qui lui permet de faire un joli petit mariage avec Catherine Dupetit, vous avez ici. Je ne sais pas si j'arrive à voir, vous voyez un petit peu, j'ai du mal à retrouver ma petite souris, peu importe. Et de cette union entre Antoine de Gand
et Catherine Dupetit vont naître 2 enfants, dont celui qui nous intéresse le plus sera Antoine II de Gand. Antoine II qui est le fils, mais qui va être également pendant un temps l'associé du père, puisque ils vont avoir une affaire donc de marchands associés de Gand, père et fils. Antoine II de Gand, comme vous voyez, est marchand. Il est également bourgeois. Ça donne déjà un peu une idée de la puissance, on va dire, en devenir de la famille, qui commence à prendre un certain nombre de titres. On retrouve d'ailleurs cette puissance dans le mariage que va faire Antoine II de Gand avec Charlotte Avenot. Je regarde un petit peu parmi les amis, parmi les témoins, et je retrouve un seigneur d'Espagne, conseiller du roi, président trésorier de France en Picardie. Je retrouve un conseiller du roi, procureur en l'élection d'Amiens. Donc c'est une famille, certes, installée depuis peu à Amiens, mais qui commence déjà à avoir de solides implantations et de solides amitiés. Antoine II va souscrire un contrat de mariage qui n'est pas royal, mais qui n'est pas infamant non plus. On aura quand même à peu près 10 000 livres qui seront livrés dans ce contrat de mariage. Bon. Antoine II va savoir les faire fructifier. Sa notoriété va grandissant, il va avoir 4 enfants, et parmi ces 4 enfants, vous en avez un qui s'appelle Antoine III, échevin, et surtout là, on passe à négociant. C'est pas c'est pas seulement un changement sémantique, c'est également un changement qui est social et économique. Le marchand, grosso modo, je vais la faire très simple, c'est un petit peu le cutéreux, il s'occupe des affaires locales. Le négociant, lui, par contre, prestigieux, il a des affaires au niveau national, voire international. Il n'est plus celui que l'on va voir pour quelques petits tissus à négocier. Non, lui, il négocie en gros. Donc par conséquent, on est sur des affaires qui se négocient non plus sur quelques livres ou quelques milliers de livres, on est sur des chiffres d'affaires qui sont à la dizaine ou à la centaine de milliers de livres tournois à l'époque. Ce qui lui permet bien évidemment de faire un très beau mariage à Antoine III avec Marianne Dupont. On est en 1715, Louis XIV vient de mourir, ce qui n'empêche pas que le mariage soit beau, célébré avec entrain et entre bonnes gens de l'époque, puisqu'on retrouve une personnalité intéressée dans les affaires du roi, un conseiller du roi receveur du domaine d'Arras, un conseiller trésorier de l'extraordinaire des guerres, donc vous voyez, les noms ronflants sont là, ils sont toujours bien présents, et l'apport des 2 futurs époux n'a pas grand-chose à voir avec ceux de ses prédécesseurs, puisque là désormais, le mari dispose de 13 000 livres en monnaie sonnante et trébuchante, auxquels on va ajouter 10 000 livres en argent comptant et en effets, donc les effets de banque, et puis 3 000 livres qui sont livrés à la communauté. Donc on est véritablement sur des chiffres qui sont en train d'exploser. On voit que la richesse de cette famille de négociants ne cesse de s'accroître. De l'union donc de ces 2 jeunes gens vont naître un certain nombre d'enfants, plus de 10, en tout cas. Je ne les ai pas tous représentés ici. Celui qui nous intéresse bien évidemment le plus, c'est Antoine IV Jacques, né en 1720, et qui va donner véritablement ici une expansion à la fois aux affaires commerciales du père, mais également aux affaires internes à la cité, puisqu'il sera consul et maire d'Amiens. Donc là, non seulement on a une famille qui progressivement voit sa fortune commerciale s'accroître, mais également son influence politique sur la ville. Voilà. Donc là également, je vous passe les titres divers et variés des différents témoins, mais on a du beau monde, des capitaines de la milice bourgeoise, écuyers seigneurs de Dancourt, maire de la ville et banlieue de Boulogne, écuyers seigneurs de Bécordel, comté Hanicourt et autres lieux, conseillers du roi, etc., etc. Donc véritablement du très très beau monde. On est sur un apport qui est encore plus considérable que précédemment. C'est-à-dire que là, on a pas moins de 80 000 livres qui sont dans le contrat de mariage. Donc, véritablement, une explosion de la richesse qui se matérialise notamment par l'achat d'un très bel ensemble immobilier en plein centre d'Amiens. Voilà. Donc la famille de Gand, ici, on va dire
à la fin du XVIIIe siècle, représente un petit peu cet archétype des familles qui sont passées du statut de marchand au statut de négociant en l'espace de quelques générations. On parlait du réseau commercial et des affaires de la famille de Gand. Pour vous donner un petit peu une idée, voici ce réseau commercial. Alors on connaît très peu de réseaux commerciaux, des familles négociantes d'Amiens, mais même en France. On connaît 3 en fait de ces réseaux. On en connaît 2 à Sedan. On est chez les Peignons du Dijon-Val et on est chez les Poupards de Neulise. Donc là on connaît 2 de ces réseaux. On en connaît un autre du côté d'Elbeuf avec les Grandins. Et puis de Gand, c'est le 4e réseau qu'on peut reconstituer. Et ce réseau, comme vous pouvez le constater au niveau de la carte, il est très peu finalement présent sur le territoire du Royaume de France. Il est surtout centré sur l'Espagne et sur ses grands ports, puisque les affaires ici de la famille de Gand sont essentiellement tournées vers l'exportation des tissus vers les Amériques. D'accord ? On va exporter des tissus vers les Amériques et surtout on va chercher dans ces Amériques un certain nombre de produits qui comptent beaucoup pour la manufacture. Je pense notamment à ce qu'on appelle les épiceries. Alors ce qu'on appelle les épiceries, ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous avez dans vos cuisines. Les épiceries, c'est non seulement des produits comme la canne à sucre, bien sûr, mais ce sont surtout des boîtes de teinture. Quand on parle d'épicerie ou d'épices dans les archives, c'est de ça dont on parle. Donc c'est des produits qui sont extrêmement coûteux pour la teinture et pour les teinturiers d'Amiens et qui sont amenés à grands frais depuis les ports d'Espagne. Voilà. Donc la maison de Gand, une grande maison qui dispose également d'une gamme de marchandises extrêmement variée, vous le voyez. Alors je vais peut-être ouvrir une toute petite parenthèse, puisque ceux qui, comme moi, passent par l'autoroute pour arriver à Amiens croisent un très beau panneau, tradition textile. Tradition textile, on en a relativement peu de traces, on va dire, à l'heure actuelle à Amiens. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Gand, Amiens c'était la première place de France pour ce qui est de la laine peignée. Alors je vais peut-être faire une petite distinction, un petit focus sur la laine peignée, la laine cardée, si ça parle à tout le monde, oui, non, pas tellement. Alors, la laine cardée, c'est ce qui se fait notamment à Sedan ou à Elbeuf. La laine cardée, on prend des toisons, on prend des chardons, et avec des chardons, alors des vrais chardons, c'est les petits enfants qui sont chargés d'aller dans les champs, etc., pour couper les têtes de chardon, qu'on va ensuite mettre sur des espèces de pelles, et on va ensuite, avec ces chardons, faire en sorte que la toison de laine perde l'ensemble de ses débris et faire des beaux fils bien longs, très légers généralement, très aériens. Ça c'est ce qu'on appelle donc de la laine cardée. Dans des villes comme Sedan ou comme Elbeuf, on fait à partir de ces fils-là des fils qui vont être utilisés pour la production de draps cardés, donc très prestigieux, notamment les draps noirs de Sedan qui se payent à des prix très très élevés. On est aux alentours de 135 livres par exemple pour une aune de très belles, de très beaux tissus. Pour ce qui est de la laine peignée, c'est pas exactement la même chose, parce qu'après l'étape du cardage, il y a une étape supplémentaire. Comme l'indique son nom, il y a l'ajout d'un outil qu'on appelle un peigne, donc des peignes, comme les peignes avec lesquels vous peignez vos cheveux, donc des peignes de plus en plus fins, en métal. Et avec ces peignes, en fait, on va faire en sorte d'avoir de très très longues mèches, de très très longs fils. Voilà. Donc on va enlever bien évidemment tous les petits débris de laine, qu'on va appeler des blousses. Alors à Reims, on va faire la chasse à ceux qui trafiquent de cette laine, parce que c'est quand même un produit coûteux, donc on va essayer de faire la chasse à tous ceux qui trafiquent de cette blouse. À Amiens, c'est pas le cas, on se concentre surtout sur le fil, beaucoup plus fin, beaucoup plus sec, mais qui permet donc de faire des tissus relativement solides, qui sont ensuite teints, vendus. Voilà. Ça va pour tout le monde ? Petite parenthèse sur le travail de la laine. Bon, je pourrais rentrer beaucoup plus dans le détail, mais ce n'est pas forcément l'objet. Donc première grande famille, les de Gand. Mais les de Gand ne sont pas les seuls, et à côté d'eux, vous avez également des familles comme celle des Canet.
Les Canets qui, eux, sont des négociants étroitement liés à la politique dès le XVIIe siècle. Alors, comment je ne vais pas reprendre les différents types que vous voyez ici, hein. Échevin, consul des marchands, négociant là encore. Voilà, donc on a un certain nombre de personnalités qui vont se croiser ici dans cette famille des Canets, qui sont tous étroitement liés donc à la fois aux affaires du roi et aux affaires locales, aux affaires amiénoises. Vous remarquerez que Marie-Marguerite Hélène Canet, qui figure donc sur la 3e colonne, se marie à un certain Antoine de Gand. C'est l'autre, c'est Antoine IV. Donc vous voyez également apparaître une des autres caractéristiques de ces familles négociantes, c'est qu'elles sont très étroitement liées par un certain nombre de liens familiaux. Chers cousins, chères cousines, voilà, on est entre soi, et on trafique entre soi, on négocie entre soi, et surtout, on verse l'argent à la mort des uns et des autres entre soi. Voilà. Donc on le voit déjà apparaître avec une famille comme les Canet. Autre type, autre modèle, on va dire, de famille du négoce, c'est ceux qui sont partis quasiment de rien, comme les Cornet. Alors les Cornet, on remonte très loin, là, puisque je suis remonté au XVe siècle, avec Raoul Cornet, qui n'est pas originaire d'Amiens, lui vient d'Arras, ou de la région d'Arras. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'Arras? C'est l'époque, on va dire, de la guerre de 100 ans, qui tire tout doucement vers sa fin. Arras, c'est une grande ville drapière, hein, avec un certain nombre de marchands, de fabricants, qui vont être pris dans les affaires de la guerre et qui, pour certains, vont être obligés donc de quitter Arras. Et bien, c'est le cas justement des Cornet, ce qu'on appelle des hors-saints, comme on les appelait à l'époque, les hors-saints, ceux qui viennent dehors, hein. Donc ils viennent de la région d'Arras et ils viennent s'installer effectivement à Amiens pour produire, mais également pour vendre. Donc là, on n'est pas exactement sur le même type de profil, on est sur ce qu'on appelle en allemand des Verleger, c'est-à-dire à la fois marchand et fabricant. Ça ne va pas durer très longtemps, parce que vous voyez que dès la 3e génération, Jean II Cornet, 1486-1502, il est déjà procureur au bailliage. Il commence déjà à monter d'un cran. Michel Cornet, procureur jurisconsulte au bailliage. Jurisconsulte, voilà, on est déjà dans les affaires on entre même dans les affaires des autres. On est juge. Et on va par conséquent traiter non seulement de ses affaires, mais également traiter des affaires des autres. Ouais. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, eh bien, se constitue une famille qui va abandonner son titre de marchand, de fabricant, pour là encore celui plus prestigieux de négociant, tout en se mettant dans les affaires politiques de la place. Bon, souvenez-vous d'Adrien IV, j'ai mis une petite flèche, c'est tout simplement parce qu'on va le retrouver à un autre moment, là encore allié à une autre famille. Les Jourdain. Alors les Jourdain, c'est encore un autre cas, puisque là, on est sur des familles de négociants très anciennes. Ils le sont déjà au XVIIe siècle, encore qu'il est marchand houppier, notre premier Jacques Jourdain, 1612, marchand houppier. Alors les houppiers, ça peut désigner deux choses, un houppier. Soit c'est un fabricant de peignes, les fameuses peignes dont je parlais tout à l'heure, soit c'est un marchand de toison de laine. Dans tous les cas, on est quand même dans le secteur lainier. D'accord ? De son union va découler la naissance de Robert Jourdain, épicier en gros, marchand, bourgeois et chevalerin. Vous voyez également les liens avec la politique. Et progressivement, là, on va avoir une petite spécificité, c'est-à-dire que c'est une famille qui, à l'inverse de celle qu'on a vue jusqu'à présent, va fonder son pouvoir et sa richesse sur l'acquisition d'un certain nombre de biens fonciers. Là, en l'occurrence, seigneur de Thieubois. Donc, par conséquent, il a acheté des terres. Cet achat de terre, il est possible parce qu'il a le titre d'écuyer. Il a acheté donc ce qu'on appelle la savonnette à vilain à l'époque. C'est ces offices royaux qui permettaient donc de s'acheter un titre de noblesse une fois qu'on avait suffisamment d'argent. Membre de la Chambre de commerce, qui n'est pas encore la Chambre de commerce d'Amiens, mais la Chambre de commerce de Picardie. Voilà.
On va les retrouver, donc j'en parle pas trop pour l'instant, même si vous avez un très très beau portrait ici sur cette tabatière de Jourdain de l'Éloge, dont on parlera un petit peu plus parce que son influence elle est surtout après la Révolution française. De l'autre côté, du côté des Jourdains de Thieua, vous avez Marie-Louise Opportune-Poujol, je vous demande de la retenir parce qu'on la retrouve juste là. Cornet, Jourdain, Poujol. Vous parlez tout à l'heure de l'Alliance des familles, ben, en voilà 3 qui sont très étroitement associés. Alors j'ai masqué certaines choses parce qu'on va les retrouver à la Révolution, donc je n'empiète pas trop, je laisse un petit peu de suspense. Hein. Mais vous voyez qu'ici, effectivement, on a affaire à des familles qui sont très très étroitement associées les unes aux autres. Et puis je vais terminer par celle qui va marquer très durablement la place d'Amiens sous la Révolution, sous l'Empire et sous les monarchies qui les suivent. Je veux parler tout d'abord des Debray. Alors Debray, comme son nom l'indique, viennent du pays de Bray. Voilà. Autrement dit, ici, on a des personnalités qui viennent, qui sont probablement, alors là, pour les Debray, je n'ai pas de certitude au niveau des différentes archives, mais on a des personnalités qui très vraisemblablement ont commencé à gagner leur argent dans la terre et dans la production de blé. On les retrouve ensuite à Amiens, Madeleine God, Marie God, retenez ces noms, on va les retrouver après. Pareil. Mais sauf que là, ce n'est pas des familles de négociants, j'en reparlerai, c'est des familles de teinturiers. Et progressivement, eh bien, cette famille de Bray va acquérir également un certain nombre de titres politiques échevins, marchand de rapier Esgar, puis négociant avec François II. Et donc là, on est sur un tout autre type de famille, issue de la terre, et qui progressivement passe au commerce, à la noblesse et au négoce. Et enfin, dernière grande famille, les Daveluy. Ça, c'est une famille dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et comme les deux Bray, les Daveluy viennent d'Aveluy. On n'est pas loin de Maille-Maillé. Et Nicolas Ier d'Aveluy est laboureur. Alors attention, ne nous méprenons pas sur le titre. Parce que laboureur au XVIIe siècle, ça signifie quelque chose. C'est le coq de village. C'est le capitaliste de la terre. Le laboureur, c'est celui qui dispose non seulement de chevaux, qui dispose de bœufs, et par-dessus tout qui dispose d'une charrue avec un soc en fer. Et ça, par rapport au matériel qu'on trouve habituellement dans les campagnes, c'est quelque chose qui est fondamental parce que cet outil-là, il va pouvoir le louer. Et qui dit bien évidemment location, dit revenu particulièrement important. C'est déjà un laboureur, ça signifie donc non seulement qu'il dispose de ce matériel, mais qu'il dispose également de terre sur une superficie qui est largement supérieure à la moyenne habituelle. Donc on est vraiment sur un capitaliste de la terre. Il a déjà de l'argent, Nicolas Ier d'Aveluy. Quand il arrive à Amiens avec son fils Nicolas II, sa fortune est déjà faite. Et de génération en génération, celle-ci va s'amplifier jusqu'à Nicolas IV d'Aveluy. Et, je n'anticipe pas trop, celui qui va le suivre, Nicolas V, qu'on va retrouver jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc vous voyez, on a des familles dont les origines sont très différentes, mais qui forment à la fin de l'Ancien Régime finalement un réseau extrêmement intriqué de familles, voilà, avec des alliances matrimoniales bien établies, des stratégies peut-être différentes, mais qui, en gros, se retrouvent sur un certain nombre de points. L'alliance de l'argent et du politique. Et un peu de la banque également, comme on le verra. Voilà. L'idée étant de savoir, et c'est mon deuxième point, si finalement la Révolution a bien eu lieu à Amiens durant les années 1789-1815, et essayer de voir un petit peu comment ces familles ont traversé les soubresauts de l'époque. Alors, on va commencer ici par Toucher Pierre. C'est un titre qui vous dit peut-être quelque chose. Il fait référence à un livre de Jean-Pierre Hirsch qui s'appelle Les deux rêves du commerce et qui a lui étudié le milieu du commerce et du négoce lillois. Dans ce livre, Jean-Pierre Hirsch essaie de montrer un petit peu les stratégies du négoce lillois qui a touché terre à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, avec la vente des biens nationaux,
Ça a été l'occasion pour les négociants lillois de réaliser à très bon compte des acquisitions foncières qui va asseoir leur autorité à la fois financière et politique. Alors, est-ce qu'on a la même chose ici à Amiens? Eh bien, comment pas vraiment, on va dire. Alors là, vous avez une carte que j'ai réalisée. Hein. Alors ne vous soyez pas surpris, on va dire, par le découpage que vous avez sous les yeux. Ce découpage-là, en fait, c'est celui des sections révolutionnaires. D'accord? Donc il n'a pas grand-chose à voir avec les arrondissements, avec les quartiers que vous connaissez. C'est une carte qui montre également les différents métiers à tisser qui existent à l'époque. On est en l'an 3, hein, donc grosso modo on est 1794, hein, pour aller vite. En l'an 3, et en couleur, vous avez en bleu, en jaune, en rouge, les sections révolutionnaires dans lesquelles vous avez des stocks de laine. D'accord? Ça va? Bon. Je regarde un petit peu les différentes acquisitions de mes négociants durant cette période, et on est un peu surpris. On est un peu surpris, pourquoi? Parce que finalement, les achats de biens nationaux, ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux chez les négociants. Alors on retrouve quelques noms, de Vim, de Bray, de La Haye, d'Autun, de la Maurière. C'est des noms qu'on trouvait avant la Révolution française. Ce pas des gros négociants, ce pas les grandes familles que je vous ai présentées tout à l'heure. Ils ont fait des acquisitions, c'est vrai. Si je prends l'exemple de d'Autun, par exemple, hein, si on regarde au niveau de son inventaire après décès, on se rend compte qu'entre l'an 3 et l'an 6, il a réalisé une centaine d'opérations. Hein, c'est essentiellement des bois, c'est essentiellement des fermes, qui ne se situent pas donc à Amiens, mais plutôt dans les alentours et dans le Santerre. Hein. Mais mis à part d'Autun, si j'ose dire, les négociants, les gros négociants brillent par leur absence au niveau de l'acquisition de biens fonciers. Alors par contre, il y a quelque chose qui aurait pu fortement les intéresser, et c'est pour ça que j'ai mis Touché Pierre, c'est l'acquisition de biens d'église, c'est-à-dire cette fois-ci des immeubles. Il y a 3 grosses opérations en fait, qui ont lieu à la Révolution. Les Augustins, les Minimes, et puis les Sainte-Claire. Pour ce qui est des Sainte-Claire, elle est réalisée non pas par un négociant, c'est un ensemble, c'est une association, on va dire, entre 2 fabricants de velours de coton qui vont se charger donc de l'acquisition de cet édifice. Les négociants s'en sont complètement désintéressés. Si je prends les Minimes, même chose, on ne retrouve absolument pas un négociant, c'est un teinturier qui a décidé d'en faire l'acquisition. Et pour ce qui est de la manufacture des Augustins, là encore, c'est une grande surprise, c'est un manufacturier qui va mettre la main sur ce bel emplacement. Hein, c'est une grande manufacture en devenir. C'est un personnage que vous avez peut-être déjà croisé, il s'appelle Jean Dumini. Jean Dumini qui va introduire à Amiens justement le cycle de la laine cardée dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc c'est sous la Révolution qu'on fait de la laine cardée à Amiens. Et lui n'a absolument aucun rapport quelconque avec les négociants. D'accord? Donc de manière apparemment surprenante, les négociants ne sont pas au premier rang pour l'acquisition de biens fonciers. Alors ça peut vouloir dire 2 choses. Mais en fait les deux sont étroitement liés. Premier élément, ça peut signifier qu'ils n'ont pas besoin de s'acheter des biens fonciers. Et de fait, effectivement, leur fortune est déjà faite, et notamment leur fortune foncière. On l'a vu, ils ont déjà acquis des choses avant la Révolution. Un certain nombre étaient déjà seigneurs, ils avaient des seigneuries qui avaient des emprises foncières extrêmement importantes. Puis deuxième chose, il y a également l'envie de le faire. C'est-à-dire, est-ce que politiquement, je suis de ceux qui vont dépouiller l'église de ses biens? Et bien justement, ce qui est remarquable au niveau des négociants, c'est qu'ils sont extrêmement conservateurs, politiquement, j'entends, et donc par conséquent, ils vont refuser massivement de faire l'acquisition de ces biens. Voilà. Si on regarde un petit peu comment c'est ce bilan, on va dire, des biens d'église et de l'acquisition de biens d'église, et bien finalement, on pourra dire que les négociants ont été totalement absents, ou quasiment. Voilà. Alors par contre, s'ils ont été absents par rapport à cet achat, on peut s'interroger. Il y a
peut-être une troisième raison qui pourra expliquer comment cette incapacité à acheter ou ce refus de volonté de l'acheter. C'est des moyens financiers. On le sait, c'est une période turbulente où l'argent n'est pas facile à trouver, où les risques sont importants. Est-ce que le négoce, est-ce que la banque a du mal à s'y retrouver? Et bien, paradoxalement, très belle vitalité du monde du négoce. Là, vous avez une photo qui est extraite donc, des archives départementales de la Somme, qui est une lettre qui désigne, qui recense les différentes personnalités qui vont être liées à la renaissance de la Chambre de commerce. Donc on est à la fin du directoire. Et si on regarde un petit peu les noms que vous avez, tiens, Jourdain de l'Éloge, Debray, d'Argent, d'Aveluy, on les retrouve, ils sont là, ils n'ont pas bougé. En fait, si on regarde les registres d'impôts, les listes des négociants les plus remarquables, on remarque que toutes les familles dont je vous ai parlé, dans un premier temps, ont traversé la Révolution sans coup férir. La liste des négociants et commerçants les plus distingués a été établie en 1811, donc là on est en pleine époque napoléonienne. Elle permet de faire mieux connaissance avec un certain nombre d'entre eux. Je n'ai que 2 noms nouveaux à vous proposer. Donc 2 noms qui ont éclos, 2 familles de négociants qui ont gagné en importance durant la Révolution et qui ont bénéficié, on va dire, de la conjoncture de la Révolution. Le premier, c'est Morgan. Il n'est pas totalement nouveau, Morgan. Morgan, vous le connaissez peut-être, c'est un de ceux qui, à la fin du XVIIIe, à l'époque de Louis XVI, a créé à Amiens, avec un associé de La Haye, une manufacture de velours de coton. C'est lui le premier. Et bien Morgan, on le retrouve en 1811, mais il n'est plus manufacturier. Désormais, il a le titre de négociant. Alors, on va essayer de se familiariser avec lui, c'est sympathique, on a des choses assez intéressantes. Il habite rue des Sergents. Rue des Sergents, ça vous connaissez, on est en plein centre d'Amiens. C'est pas, on va dire, le quartier le plus populaire de la ville. C'est pas non plus le plus désagréable à visiter. Il est associé à son frère, dans la banque, à la tête d'une affaire dont le capital atteint 800 000 francs et qui brasse 1 million de chiffre d'affaires par an. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Âgé de 39 ans, je vais peut-être vous donner même la couleur de ses cheveux, il bénéficie de revenus annuels de 40 000 francs, ce qui est considérable pour l'époque. Sa fortune repose, je cite, sur des propriétés foncières patrimoniales accrues grâce aux efforts de Morgan père par la conversion des bois de teinture en poudre à la manière hollandaise. Alors, vous aurez noté, repose sur des propriétés foncières. Voilà. Là aussi, on a eu cette bascule, un manufacturier qui passe négociant et qui investit son argent dans la terre. Je ne vais pas tirer la révérence à certaines mauvaises langues qui nous rappellent des mauvais souvenirs, mais comme bon sang ne saurait mentir, bonne terre ne saurait mentir. Voilà. Ou la terre ne ment pas, comme dirait l'autre. Mais ça, c'est une autre époque. Pierre-François Massé, c'est l'autre. C'est l'autre nouveau. Le plus fragile de tous les autres. Âgé de 58 ans, père de 4 enfants, lui, il a fondé son affaire en 1791. Donc, en plein dans la Révolution, il s'est associé à une veuve Fleury. Tiens, comme par hasard, Fleury, veuve d'un négociant. Ça peut aider. Installé rue Basse-Notre-Dame, là aussi, c'est pas non plus le pire des quartiers. 200 000 francs de capital et des revenus de 15 000 francs. C'est bien, c'est pas considérable, mais voilà, c'est une affaire qui roule. Bon. Et puis les 3 autres, qui figurent dans la liste donc remontée à Napoléon, ce sont de vieilles connaissances. François Debray, Adrien Poujol, tiens, les revoilà. Donc tous deux âgés de 35 ans, père de 2 enfants, je vous passe la couleur de leurs cheveux, c'est pas forcément très intéressant, mais voilà, on les retrouve également, tout comme on retrouve Nicolas d'Aveluy, âgé de 54 ans, père de 3 enfants, de très bonne réputation, c'est ce qui est écrit, capital de 600 000 francs, 40 000 francs de revenus annuels, chiffre d'affaires d'1 million de francs par an. Du beau monde. Donc finalement, vous voyez que malgré les turbulences révolutionnaires qui ont eu lieu, finalement,
ces familles se sont plutôt bien comportées et sont restées finalement très solidement ancrées. Finalement, leur capital, plutôt que de l'investir ailleurs, de risquer le capital dans des opérations plus ou moins hasardeuses, eh bien, avec l'achat de terre, ils ont pu le mettre à l'abri pendant la période révolutionnaire et pouvoir ensuite le fructifier une fois les turbulences passées. Je vais laisser la parole à Nicolas Daveluy, qui va devenir, comme on va le voir tout à l'heure, président de la Chambre de commerce, la première. La Révolution a détruit les capitaux. Le commerce seul pourra les rétablir d'une manière assurée, mais il se passera encore beaucoup de temps avant que les capitaux soient en équilibre avec les besoins du commerce, et par ce motif, les intérêts resteront longtemps élevés. Tout est dit. Tout est dit. C'est-à-dire que là, on n'est pas à 2-3% de taux d'intérêt, on est à beaucoup plus. Donc vous voyez comment ils peuvent également, grâce à leur patrimoine, faire fructifier cet argent. Et disposer effectivement d'argent frais à la Révolution, c'est fondamental pour les manufacturiers, parce que l'argent est fuyant, justement. Vous le savez, les assignats qui ont été mis en place au moment de la vente des biens nationaux comme garantie, justement, ces assignats n'ont fait que se dévaluer au fil du temps. On a voulu mettre en place, notamment à Amiens, une espèce de banque, on va dire, un petit peu populaire, en faisant fondre les cloches des différentes églises pour en faire des monnaies de pion. Voilà. Ça n'a pas très bien fonctionné, il faut bien l'avouer. Et en 1791, on a été obligé de fonder une caisse patriotique à Amiens. Donc une caisse qui va en fait donner, du moins l'espère-t-on, les liquidités nécessaires aux manufacturiers pour faire face aux difficultés d'approvisionnement. Alors, intéressant, c'est des affaires de banque. On pourrait s'attendre à ce que justement les négociants soient très intéressés à cette caisse patriotique. Ben non. On regarde les noms. Jean Dumini, celui qui a acquis la manufacture des Augustins, de la Morlière, c'est un teinturier, Le Caron-Crépin, c'est un marchand, mais pas de très grande envergure. Les grandes familles, là encore, brillent par leur absence. On est dans une mauvaise conjoncture, mieux vaut ne pas risquer des capitaux inutilement, donc par conséquent, cette mitraille que l'on appelle Liard, dont la ville est infestée depuis longtemps, je cite, on essaie surtout de s'en prémunir. Donc on garde ces capitaux bien à l'abri. Voilà. Les négociants, eux, préfèrent prudemment donc maintenir leur patrimoine loin des aléas. On retrouve ce projet de banque à Amiens en 1813, un peu plus tard, au moment, là encore, d'une crise qui va affecter profondément l'industrie du coton. On a deux négociants qui vont être à la manœuvre, Eugène Debray et Debray-Valfrène, des anciens qu'on a déjà vus. Ils ont été nommés par le gouvernement pour le faire. Leur objectif était simple, il s'agissait de trouver des fonds et de les mettre à disposition des manufacturiers de manière à soutenir l'activité de la ville d'Amiens. On conserve donc les traces dans les archives départementales de leurs différentes communications avec le ministère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont loin d'être hyper actifs. On va dire que très prudemment, là aussi, ils vont être un petit peu, on va dire, sur des activités à minima. On essaie de voir, on essaie de se renseigner, on essaie de négocier avec tel ou tel autre membre de la famille pour trouver de l'argent, mais surtout, restons prudents. Je vous laisse deviner ce qui va advenir de ce projet de caisse. Là encore, ça sera un échec. Voilà. Donc on peut dire, si on résume tout ça, c'est que la Révolution n'a pas affaibli la puissance financière des familles négociantes. Au contraire, plus que jamais, elle est bien établie. Ils ont surtout fait très attention à ne risquer rien de trop grave pour mettre en danger leur patrimoine et leur réputation. Qu'en est-il maintenant de leur position politique? Puisqu'on a vu qu'avant la Révolution, ils étaient particulièrement investis dans la vie municipale. Est-ce que c'est encore le cas pendant la Révolution? Réponse, Amiens la bleue. Amiens la bleue, je vous ai parlé des conservateurs. Eh bien oui, ça reste un milieu très conservateur. Pas tout de suite, quand même. Puisque au tout début, en 1790, lorsqu'on élit le premier maire d'Amiens, on va élire des personnalités très modérées.
Et le premier maire d'Amiens, vous l'avez, c'est Antoine IV. Antoine IV de Gand. Ma fameuse première famille dont j'ai parlé, c'est lui qui devient le premier maire, on va dire, contemporain d'Amiens. Personnalité très modérée. Dans cette première municipalité, il faut savoir que c'est là que vous allez retrouver le chiffre record de négociants. Il y a un tiers de la municipalité qui est issu du monde du négoce. Ça ne se reverra jamais plus à l'avenir. Mais dès la Révolution, dès le début de la Révolution en tout cas, on a cette influence qui se maintient. Donc avec Antoine IV, mais pas seulement. Si vous regardez Cornet, Jourdain, Poujol, vous voyez que par exemple Joseph Poujol d'Avanquer par exemple est lui adjoint au maire. Vous avez d'autres qui prudemment ne vont pas s'investir dans le monde de la politique, mais vont rester très proches de par leurs alliances familiales. Je pense notamment à ceux que j'ai mis ici en jaune, hein, veuve Poujol et fils. Veuve Poujol et fils, c'est la première affaire de négoce à Amiens sous la Révolution et sous l'Empire. La première fortune, on va dire. Trois fils associés avec leur mère et qui bénéficient, on va dire, de l'appui des autres membres de leur famille dans le domaine de la politique. Voilà. On regarde d'autres noms. Les Debray, adjoint au maire, député en 1815 pour François-Antoine Debray. François-Marie Eugène, membre du Conseil général du commerce, député en 1814, en 1817. Vous voyez qu'après la Révolution, la tradition est prise. Cette fois-ci, on n'est même plus cantonné aux affaires amiénoises. On est dans les affaires en grand. On est au niveau national. On est député. D'accord? Et puis, bien évidemment, si je regarde les Daveluy, alors les Daveluy, Nicolas V, député, c'est lui dont vous avez peut-être déjà entendu parler lorsqu'il était à l'époque de Charles X. Il a été question de lui donner un titre, le titre de comte d'Aveluy, titre qu'il a refusé. Je refuse d'être, je préfère être le premier de vos bourgeois plutôt que le dernier de vos comtes, sire. Voilà. Mais c'est dire jusqu'où la réputation des Daveluy pouvait les amener. On l'oubliera assez rapidement puisque en 1830, son aura va brutalement décliner. Les Trois Glorieuses seront passées par là. Voilà. Donc voilà, finalement, Amiens la Bleue, des négociants qui sont aux manettes, à la municipalité, à la députation, des hommes conservateurs, hein, très conservateurs. Nicolas V, je l'ai dit, est très proche de Charles X. Charles X est un ultra. Hein, donc on est sur des familles qui sont extrêmement conservatrices, des royalistes. Le milieu négociant est très peu napoléonien, très peu bonapartiste, très peu républicain, ça c'est certain. C'est plutôt le milieu, on va dire, des fabricants qui est bonapartiste. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça va se sentir par la suite. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ces familles négociantes négocient plutôt pas mal leurs propres affaires durant la Révolution. Hein. Les affaires continuent de marcher, le patrimoine foncier s'enrichit, le patrimoine, on va dire, politique s'étoffe, et puis, comme on est entre bonnes gens, il faut rester entre soi, cultiver l'entre-soi. Je suis désolé pour le plan, qui est un plan beaucoup plus contemporain, il date du 19e siècle celui-là, mais sur ce plan, vous avez l'endroit où on se retrouve. Ça, c'est 90% des familles négociantes qui se situent dans ces rues d'Amiens. Donc vous voyez, on n'est pas sur les quartiers, on va dire, les moins huppés. Et j'insiste notamment sur Saint-Leu. Parce que dans cette grande rue transversale, c'est l'actuelle rue Saint-Leu. Ou l'avenue Saint-Leu, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant. C'est rue Saint-Leu toujours? C'est rue Saint-Leu. Mais attention, il y a rue Saint-Leu et rue Saint-Leu. Là, c'est même pas la rue Saint-Leu, comme on la dénomme maintenant encore, c'est la chaussée Saint-Leu. Ah oui, c'est pas la même chose. Tiens, le haut de la chaussée, ça vient de là aussi. C'est-à-dire que là, on est sur la partie, on va dire, bourgeoise de la rue de Saint-Leu actuelle.
Saint-Leu se poursuivant plus au nord dans les quartiers qui sont réservés ceux-là aux teinturiers. Hein. Mais là, on est entre bonnes gens. Et entre bonnes gens, bien, comment on souhaite se rencontrer dans des cercles entre soi. Le cercle d'Amiens, justement. Ben, le cercle d'Amiens, c'est quoi? Le cercle d'Amiens, c'est un... Comment dire? C'est une réunion de bonnes gens qui ont décidé, je le cite, de rétablir une salle de lecture à l'instar de celle qui a cessé d'exister en 1793. 1793, année maudite. Hein. Vous avez bien compris. Hein, on a coupé la tête de qui vous savez. Donc il s'agit de reprendre les bonnes habitudes de la monarchie, mais cette fois-ci entre soi. En 1805, donc Sellier, qui est président du tribunal de commerce, négociant, pas un gros, mais quand même une personnalité qui compte. Eh bien, Sellier demande au maire, justement, un local pour pouvoir réimplanter ce cercle d'Amiens, pour comment se retrouver, je cite, entre citoyens distingués, et avec comme objectif de procurer des moyens de communication entre ceux qui s'adonnent au commerce, de lutter contre la stagnation inquiétante des affaires en invitant ceux qui professent le commerce à se trouver au courant de tout ce qui peut les intéresser. Donc, lecture de papier public, mais le cercle doit permettre également à ses membres, je le cite, de conférer sur les affaires qui pourraient les intéresser. Le cercle doit faire en quelque sorte office de bourse. Intéressant. Voilà. Donc on est sur une espèce de clubhouse, on va dire ça comme ça, où l'on se retrouve pour parler bien évidemment de commerce, autour d'un petit peu de tabac. On en a quelques traces dans les archives de ces consommations de tabac, apparemment assez importantes quand même. Et puis, on s'adonne également à quelques jeux. Alors attention, il y a un règlement. Pas n'importe quel jeu. Pas des jeux d'argent, s'il vous plaît. Réservons cela au commun des mortels. Hein. Nous sommes sur des jeux qui ne sont pas des jeux de hasard. Ce sont des jeux qui doivent émuler l'esprit. Voilà. Et bien évidemment, une bibliothèque. Mais attention, pas n'importe quelle bibliothèque non plus. On ne va pas lire des bouquins, on va dire profanes. C'est essentiellement des journaux et des ouvrages économiques. Donc on a quand même, de la part des négociants, une volonté de s'instruire et de s'instruire sur des choses qui relèvent vraiment de la profession et du commerce. Voilà. Pour vous donner un petit peu une idée de l'esprit de l'entre-soi, de la volonté de rester entre bonnes gens, je vous donne un petit peu les chiffres concernant les adhésions. Alors ça ne va pas vous dire grand-chose, parce que je vais parler en francs et forcément en francs germinal. Le règlement définitif fixe le droit d'entrée à 50 francs. 50 francs or. Pour donner un petit ordre d'idée, 1 franc 50, de mémoire, c'est le salaire que touche un ouvrier teinturier à la semaine. 1 franc 50. Les teinturiers étant les ouvriers, on va dire, les mieux payés de la manufacture. D'accord? Donc 50 francs de droit d'entrée et 36 francs d'abonnement. Donc, c'est pas les gueux qu'on va inviter non plus dans notre belle bibliothèque. Nous sommes d'accord. Bon, tout ça pour dire, vous voyez que cette période de la Révolution, loin d'avoir été une cassure, une césure par rapport à la période de l'Ancien Régime, a été au contraire une période où le pouvoir des négociants s'est renforcé, le pouvoir économique, le pouvoir financier, le pouvoir patrimonial, le pouvoir politique. Hein. Et bien évidemment, après l'épisode napoléonien, eh bien, ça ne va pas manquer de créer un certain nombre de tensions avec le monde de la manufacture. C'est mon troisième point que j'ai intitulé « Je réclame contre la tyrannie des négociants ». Alors j'ai commencé par une petite lecture. Vous ne m'en voudrez pas si je prends quelques libertés géographiques pour aller du côté de Reims, chez un auteur qui s'appelle Pierre Delhotel et qui écrit en 1924, donc c'est très contemporain. Pierre Delhotel, en fait, dans cet ouvrage qui s'intitule « Ces messieurs de la fabrique », décrit les différents métiers qui étaient ceux du vieux Reims du 19e siècle. Ville textile par excellence, puisque avant Roubaix-Tourcoing, c'est Reims qui a été la première place manufacturière de France au 19e siècle, vers 1850-1860. Il consacre un chapitre à « Messieurs les négociants ». Vous allez voir, c'est délicieux. Il n'y a pas très longtemps, en somme, qu'on ne voit plus circuler de tubes et haute forme,
Dans le quartier de la Fabrique, disons qu'il y a 20 ans, ce genre de coiffure était habituellement porté par nos pères. Les négociants en tissu l'aimaient particulièrement. Voulaient-ils par là, eux qui n'avaient pas d'usine, essayer d'en imposer aux industriels, fiers de leur cheminée qui fument? Je crois plutôt que les négociants, fréquemment appelés à Paris pour ces affaires, n'étaient pas fâchés de montrer qu'il était d'une autre essence que les autres corporations. Attachés non pas à la glèbe, mais du moins à la province. Il mettait une certaine coquetterie à rapporter dans sa ville et à y garder, avec des involtures, les habitudes du sentier. Cette persévérance à revêtir une coiffure aussi incommode, aussi pompeuse, pour circuler dans un quartier qui tenait dans quelques centaines de mètres carrés, ne s'explique guère autrement. Et alors là, on sort la sulfateuse. Le négociant, par définition, est l'ennemi du fabricant. On connaît certains négociants qui sont en bons termes, qui sont même en rapport d'amitié avec certains fabricants, mais c'est qu'ils ne font pas des affaires ensemble. Si l'on s'en tenait aux appréciations des fabricants pour faire une description du négociant, il ne serait pas facile de réaliser son portrait, car le négociant n'aurait ni cœur ni entrailles, son cerveau est constamment rempli des plus noirs desseins, dirigé contre la fabrique, il n'a Dieu que juste pour voir les défauts des pièces qu'on lui livre, il n'a de bras que pour couper impitoyablement les chefs, salis, et les déduire naturellement de la facture. Il n'ouvre la bouche que pour demander des diminutions de prix et discuter toutes les conditions de vente. Joli portrait, très sympathique. On est en 1924. J'aime transporter 200 km on va dire plus à l'ouest, d'accord, et à un siècle de distance. Lettre du 28 avril 1817, qui émane du Conseil des prud'hommes, d'Amiens, et qui a été appuyée par 77 fabricants. Donc là, je ne parle pas de négociants, je parle bien de fabricants. D'accord ? Ceux qui sont donc à la manœuvre pour la fabrication des tissus de laine et des fils de laine. Que disent-ils? Ils s'adressent au ministre de l'Intérieur. La fabrique de cette ville, représentée par les plus notables de ses membres, petit tacle, au passage, vient se plaindre d'une sorte de tyrannie que beaucoup de négociants exercent contre elle et qui, n'étant contenue par aucun règlement, s'accroît tous les jours et finira par anéantir une industrie qui occupe plus de 100 000 individus et à la prospérité de laquelle tout le département est intéressé. Une pétition nous a été mal à propos adressée, en nous supposant des attributions que nous sommes loin de nous arroger. Votre Excellence, Monseigneur, étant la seule autorité qui puisse porter un remède efficace aux maux dont on se plaint, c'est à elle que nous portons en confiance cette pétition avec quelques développements qui vous mettront à portée de juger de la valeur de ces réclamations. Elles ont 3 objets principaux. La manière donner les étoffes en général, la retenue qui se fait sur les velours au nez, l'exclusion des fabricants de la Chambre de commerce. Tout est dit. Là aussi, les récriminations sont assez violentes, et on nous dresse presque le tableau de ce qui est reproché aux négociants. Alors voyons un petit peu plus dans le détail. La manière de donner les étoffes, grosso modo, c'est la manière de payer ceux qui apportent les étoffes. La retenue qui se fait sur les velours au nez, on est également sur une question de salaire, de revenus. L'exclusion des fabricants de la Chambre de commerce, on est sur un problème de représentativité. Alors on va commencer justement par ce problème de représentativité. Je vais être relativement bref. Si je prends la Chambre de commerce, entre 1815 et 1832, il y a 17 membres différents qui sont présents. Alors ce n'est pas 17 membres en même temps, bien évidemment, puisqu'il y a 9 membres permanents, mais il y a des élections au fur et à mesure. Et il y a seulement 7 entrées durant cette période, durant donc la période qui va de la monarchie restaurée, la Restauration, excusez-moi. Seulement 7 entrées, 3 parce qu'il y a eu des décès, 1 parce qu'il y a eu démission, donc ça veut dire que, en réalité, vous avez seulement 4 vrais nouveaux membres qui ont été acceptés au sein de la Chambre de commerce. Vous aurez deviné que cette Chambre de commerce est bien évidemment, de manière écrasante, dominée par le monde du négoce, avec un mandat qui est celui d'un sénateur, 9 ans, à l'ancienne. Mandat de 9 ans. Pour vous donner un petit point de comparaison, sur Reims, durée du mandat 6 ans. Nombre de membres différents sur la même période, 37. Donc vous voyez un petit peu déjà la différence qui peut exister. Si je regarde, là aussi, en termes de représentativité, je vais y arriver, les attributions. 2 membres sans aucune activité politique. Tous les autres membres
membres de la Chambre de commerce sont impliqués. 3 sous la Révolution et l'Empire, on les a vus, notamment c'est Morgan, dont on a parlé tout à l'heure, 2 sous le Directoire, 2 gré d'argent, 10 autres sont des fils de la Restauration, 10 autres, hein. 10 autres sur 17. Donc, vous voyez, je parlais tout à l'heure de conservatisme politique, il est confirmé ici, Nicolas IV d'Aveluy, député ultra merdavien durant la période de Charles X. On parlait tout à l'heure également de la puissance financière, la richesse. En 1830, je regarde les impôts, les 4 vieilles, vous les connaissez les 4 vieilles, la patente, l'impôt sur les portes et fenêtres, la foncière et la personnelle. Je regarde justement les négociants, qu'est-ce que je constate? Ce sont eux qui payent le plus d'impôts, 660 francs, ça c'est la cote moyenne. C'est 50% au-dessus de la moyenne de tous les autres. Donc l'argent circule. Il représente 5,6% des électeurs, puisque vous le savez, à l'époque, on n'est pas sur du suffrage universel, on est sur du suffrage censitaire. 5,6% des électeurs, et pourtant, 14% quasiment de ceux qui peuvent être éligibles comme députés. Donc ça donne véritablement le niveau, on va dire, de puissance de ces familles négociantes. Donc, représentativité, est-ce que les fabricants ont tort ou ont raison? On ne peut pas leur donner totalement tort, effectivement. On ne peut pas leur donner tort. Problème de financement, l'accès aux capitaux. Vous avez ici, comme on l'a aussi, un joli petit document qui est tiré donc des archives départementales et qui comment, nous dresse un peu justement les noms de ceux qui vont participer à la mise en place d'une banque à Amiens. Je ne vais pas vous faire le détail puisqu'on est sur des pages et sur des pages. Je n'ai pris ici que la première. Hein. Je regarde un petit peu ceux qui vont participer à la création de cette banque. Et je regarde un petit peu combien ils vont donner. Oh, surprise, mes négociants, pas loin de zéro. On a bien d'Aveluy qui va donner 10 000 francs. J'ouvre la parenthèse, la totalité de la somme qui a été versée, c'est 250 000 francs. Donc vous voyez, 10 000 sur 250 000, pour une des familles les plus puissantes, c'est quasiment rien. Dans le même temps, monsieur est maire, il faudrait bien qu'il fasse un petit effort. Les autres grands négociants brillent là également par leur absence, ou du moins par leur présence très ténue. Ce qu'on retrouve là essentiellement, ce sont des gens de la manufacture. Autrement dit, ce sont des manufacturiers qui n'hésitent pas à donner de leur poche pour garantir, on va dire, leurs propres affaires. Autrement dit, finalement, quand on entend d'Aveluy, je le cite là encore, lui qui est président de la Chambre de commerce, dire « Comme en Angleterre, de vrais établissements où la matière entre brute et sort convertie en étoffe à prêter et livrée sans intermédiaire aux marchands, nous en appelons de nos vœux, et alors nous pourrons espérer et soutenir la concurrence de nos voisins. Mais on dit que ce n'est pas ainsi que nous opérons à Amiens. Travaillons à bon marché, recherchons le goût de ce peuple, et ils reviendront à nous. » Sous-entendu, les consommateurs. Donc il a beau jeu de dire ça, mais en réalité, celui qui ferme le robinet de la finance, c'est lui. C'est lui et ses camarades. Et effectivement, on ne peut pas dire que les manufacturiers de la place d'Amiens sous la Restauration croulent sous les capitaux. Au contraire. Je vais prendre un seul exemple. Je vous ai parlé de Jean Dumini tout à l'heure. Vous vous souvenez de la manufacture des Augustins? Manufacture des Augustins qui périclite, on va dire, en 1827. Grave crise, voilà, qui aboutit donc à la cessation d'activité de Jean Dumini. Et donc, on a ici une très belle affaire qui peut être reprise pour 100 000 francs. 100 000 francs, c'est une somme considérable. Ça ne sort pas non plus du porte-monnaie comme ça tout seul. Mais 100 000 francs, c'est presque une bonne affaire quand on sait que c'est du vendu clé en main. Il y a tout. Il y a les bâtiments, il y a les machines, si j'ose dire. Il n'y a plus qu'à mettre les ouvriers à l'intérieur et on produit. Donc 100 000 francs, bel investissement. Et forcément, on a quelques fabricants qui sont montés au créneau pour l'acquérir. Alors, parmi eux, vous en avez un dont vous avez forcément entendu parler, Laurent, Augustin Laurent, fabricant d'étoffes, qui est quand même relativement connu, qui dispose quand même de reins suffisamment solides. Et bien lui est intéressé par une reprise,
Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, les conditions auprès des banquiers et autres capitalistes à Amiens ne lui permettent pas de faire des avances suffisantes en dépit de ses fonds propres. Autrement dit, l'un des premiers manufacturiers de la ville d'Amiens n'est pas soutenu financièrement par les négociants et par les banquiers. Intéressant. Souhaitant donner une nouvelle extension à mes affaires, je me retourne en dernier lieu vers vous. Vous, c'est le ministre de l'Intérieur. En effet, je n'ai pu trouver sur la place d'Amiens de propositions honnêtes de la part des capitalistes pour nos projets. Là aussi, le tacle est violent. Donc, d'autres épisodes permettent également de montrer la distance de plus en plus grande qui existe donc justement entre ces négociants et le monde du textile. C'est ce qu'on va voir là maintenant avec la question de l'aunage. Alors l'aunage, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. L'aunage, c'est quoi? L'aunage, c'est tout simplement la manière de mesurer une étoffe. Tout simplement parce qu'on a besoin justement de savoir exactement quelle est la mesure des pièces pour pouvoir les acquérir. Il y a plusieurs manières de donner. Ça dépend de la qualité, on va dire, de l'étoffe. Quelquefois, on donne en pièces, c'est-à-dire qu'on a une pièce de tissu qui fait telle dimension, c'est considéré comme une pièce. D'accord? Quelquefois, sur des velours de coton, ou même sur des velours de laine, ça peut également arriver, vous avez un peu d'humidité, la pièce pour l'humidité également, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Elle a tendance à gonfler et à grandir. Donc forcément, quand on va vendre cette pièce-là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire évidemment qu'on ne va pas payer le prix de la pièce vu sa longueur, puisqu'elle est un petit peu faussée, si j'ose dire. Donc on va retirer une certaine proportion. Mais là, ça dépend, si j'ose dire, c'est du cas par cas. Donc l'aunage se fait, la manière de mesurer, on va dire, comment les pièces, se fait au cas par cas. Bon. Ce qui apparaît finalement, c'est que, c'est un usage. C'est un usage, cet aunage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte réglementaire qui définit clairement, à l'échelle nationale, par une règle, par une loi, comment on fait. Les règles sont différentes à Reims, à Amiens, à Elbeuf, à Sedan. Donc tout va dépendre, on va dire, de la probité de ce qu'on appelle des honneurs. Honneurs, A-U-N-E-U-R-S, des honneurs jurés, c'est-à-dire des personnes à qui on va confier la tâche légale de mesurer officiellement dans une halle aux étoffes les différentes pièces qui sont produites. Et bien évidemment, quand les fabricants vont les proposer, les négociants n'auront pas d'autre choix, théoriquement, que de s'en remettre à la bonne volonté de ces honneurs jurés. Sauf que les honneurs, il y a les honneurs jurés, puis il y a les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des honneurs jurés. Il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des honneurs marrons. Le terme n'est pas de moi, il est de l'époque, des honneurs marrons, qui sont en fait des intermédiaires qui vont se charger de trafiquer ou bien d'acheter, de mesurer, mais sans forcément passer par la halle aux étoffes. Je vous laisse deviner entre mille quelles sont les personnes qu'on va trouver derrière ces honneurs marrons. Bien évidemment, ça va être les négociants. Alors, ils ne le diront pas, bien évidemment, en face. Au contraire, à la chambre de commerce, on s'insurge. La halle aux étoffes doit fonctionner. Les honneurs jurés doivent faire leur travail. Tu parles. Évidemment, il est dans l'intérêt des négociants d'avoir les mesures les plus courtes possibles. Voilà. Donc, évidemment, c'est une manière de procéder également. Donc, vous voyez que ici, la question de l'aunage, elle est centrale. Parce que c'est également la manière dont on rémunère les fabricants, qui peuvent être des manufacturiers donc, qui produisent en gros, mais également des petits producteurs. Et ça, pour les petits producteurs, retenir beaucoup plus de centimètres sur une étoffe, ça a des conséquences quand même plus importantes. Voilà. Mais si seulement il n'y avait que l'aunage, il y a également le secteur des finitions. Je ne vais pas tellement parler des teinturiers, puisque ici on est rue Cantraine, on est sur la teinturerie. Je ne vais pas faire un chapitre sur la teinturerie à proprement parler, j'en parlerai éventuellement sur une autre conférence. Mais par contre, les négociants ont un intérêt tout particulier avec la finition. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui se voit en premier
sur une pièce d'étoffe contre l'avant, c'est la couleur, c'est les apprêts. Donc évidemment, eux, les teinturiers, ils sont en première ligne de l'intérêt des négociants. Donc on a tout intérêt chez eux à faire en sorte que leur travail soit bien fait et si possible à des prix les plus bas possibles. Les finitions, c'est un gros secteur sur Amiens. C'est 2,5 millions de francs sous Louis XVIII, c'est 343 teinturiers, 52 imprimeurs, 26 apprêteurs. Il y a certains teinturiers qui flirtent un peu avec le monde du négoce. Je vous ai parlé des Godes tout à l'heure. Les Godes sont une famille qui sont associées de manière lointaine, mais associées quand même à certaines de ces familles de négociants. Donc il y a des liens également familiaux qui existent. La teinture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie noble de la manufacture. C'est les ouvriers qui sont les mieux payés. Hein. Eh bien, le tribunal de commerce d'Amiens va conserver la trace de la longue agitation des teinturiers durant la période de la Restauration. Agitation de la part des ouvriers. On a des ouvriers qui protestent sans arrêt contre leur salaire, qui est pourtant très élevé, mais bon, c'est un métier difficile, hein, celui de teinturier. C'est ce qu'on appelle les Zoulous à l'époque. Zoulous tout simplement parce que avec leurs mains, leurs pieds, leur visage, ils ont sans arrêt en train de manipuler des produits de teinture qui finissent par leur tâter la peau en mat, forcément. Ils respirent des vapeurs dont on pourra juger la qualité à l'aune de ce qu'on connaît déjà maintenant. Et à 2 reprises, en 1830 et en 1832, ils créent véritablement des troubles à Amiens pour des augmentations de salaire. Mais ce n'est pas tellement les ouvriers qui nous intéressent, c'est davantage les maîtres. Les maîtres teinturiers, les patrons de la teinturerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement face à la menace des négociants? Eh bien, ils se sont constitués en syndicats. Sauf qu'à l'époque, syndicat, ça n'existe pas. Officiellement, je le cite, ils ont mis en place une espèce de monopole. Alors là, je cite le préfet. Hein. La société a-t-elle un objet licite lorsqu'elle a pour but d'assurer le profit par un monopole? S'il est interdit aux ouvriers de se liguer pour forcer les maîtres à augmenter leur salaire, est-il permis à des individus exerçant la même profession de s'entendre pour se faire payer leur travail de manière uniforme? Qu'est-ce qui va se passer en 1830? Tout simplement, ces teinturiers, ces maîtres teinturiers, ces patrons de la teinturerie, ils vont décider de se mettre tous ensemble et de se mettre d'accord sur une chose. Soit les négociants passent par leur syndicat, entre guillemets, soit on ne teint rien du tout. Donc, effectivement, une espèce de syndicat, de monopole qui se constitue, sauf que, c'est pas très légal, et c'est très très mal vu depuis la Révolution. Tout ce qui concerne donc ces histoires de monopole, c'est très très mal vu depuis la Révolution. Hein. Et puis surtout, il y a un risque. Il y a un seul teinturier qui décide de quitter l'affaire, et là, c'est tout le système qui s'écroule. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 2 teinturiers en fait qui ont fini par faire sécession. On a appris par la suite, par les arrêtés du tribunal de commerce, que c'était à la suite d'un certain nombre de pressions. Vous devinez de qui? Voilà. Là encore, ils sont à la manœuvre, c'est la chambre de commerce en l'occurrence. D'accord? Mais vous voyez que sur ce secteur des finitions, qui est un secteur stratégique, toutes les tentatives, y compris les tentatives de monopole de la part des patrons, échouent face à la puissance des maisons du négoce. Voilà ce que je voulais vous dire, et pour conclure, j'étais un peu long, hein, un petit peu. Je reprendrai 2 ouvrages. Guillaume Ternaux, que vous connaissez peut-être. Guillaume Ternaux, c'est un manufacturier rémois et sedanais. C'est celui qui, avec Douglas et Cockerill, ont été à l'origine de la première intégration en France. Grosso modo, pour faire simple, je prends un mouton sur pattes à l'entrée de l'usine, à la fin de l'usine, j'ai les tissus qui sortent. Intégration totale, c'est-à-dire toutes les opérations de la manufacture dans un seul et même ensemble d'usines. D'accord? Ternaux vit à peu près à l'époque de nos négociants sous Napoléon et sous la Restauration. Son histoire s'achève à peu près en 1830, justement. Il a échoué pour 3 raisons. Première raison, pour réussir, il fallait une grande fluidité des transports. Pour avoir des matières premières,
pouvoir ensuite vendre, il fallait que ce soit fluide. On n'a pas encore le chemin de fer à l'époque, c'est un premier goulot d'étranglement. Ça supposait une mécanisation fiable. Or, à l'époque, la mécanisation c'est plutôt du bricolage, et c'est surtout des machines qui sont très vite obsolètes, parce qu'on en découvre d'autres qui sont encore plus performantes. Ça supposait des matières premières bon marché. Il faisait venir notre brave Ternaux des moutons et des brebis en provenance du Tibet. Je vous laisse imaginer un petit peu le coup. D'accord ? Donc, Ternaux, c'est le premier qui a fait une intégration en France, une intégration industrielle, mais c'est le premier aussi à avoir échoué. Moi, je dirais, en regardant un petit peu les négociants d'Amiens, eux, ils ont réussi à leur manière une intégration. Mais pas une intégration industrielle, une intégration financière et commerciale. En fait, étudier le monde du négoce amiénois, c'est étudier un temps du capitalisme marchand. À leur manière, ils ont failli réussir. En aval, ils contrôlent le robinet de l'argent et de l'approvisionnement, en laine, local, national. Ils maîtrisent en aval les conditions d'achat, l'odage, les finitions, on l'a vu, la vente. Et au milieu, ils imposent aux marchands, aux fabricants, un libéralisme économique concurrentiel débridé. D'accord ? Ils monopolisent les honneurs, qu'ils utilisent pour promouvoir à l'intérieur des règlements très durs et à l'extérieur du protectionnisme. Donc ils ont réalisé, et j'en viens à mon deuxième ouvrage, ils ont réalisé les deux rêves du commerce. En disant à l'État, laissez-nous faire, mais protégez-nous beaucoup. Ils ont réussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Sujet un peu austère, j'en conviens. Allez, la première, c'est la plus difficile. Pas de questions, j'ai été extraordinairement clair. Non, allez-y, je vous. C'est peut-être un peu à côté du sujet, mais comment ces familles ont fait pour ne passer à travers tous les scandales de la Révolution, en fait? Alors ça, c'est peu documenté, parce que on n'a pas véritablement une correspondance familiale très présente dans les archives, donc on n'a pas tous les détails non plus. On sait qu'un certain nombre de familles ont émigré. Alors ce n'est pas les plus importantes dont j'ai parlé, d'accord? Celles-là sont restées sur place. Par contre, elles ont fait très attention, sans doute, à l'époque, c'est quelques hypothèses, mais des hypothèses vraisemblables, à ne surtout pas se compromettre avec les personnalités les plus en vue. La période, on va dire, la plus délicate pour le monde du négoce, c'est grosso modo la période 1793-1796, on va dire. Donc depuis, on va dire, la terreur jusqu'au directoire. À ce moment-là, notamment au niveau de la municipalité, on a un renouvellement très profond, on n'a quasiment plus de négociants, ils se sont totalement retirés, on a plutôt des gens d'extraction relativement modeste, des artisans, quelques commerçants, quelques fabricants, mais ils ont surtout pris soin, nos braves négociants, de se tenir éloignés du tumulte. Voilà. Après, pour le détail, on va dire individuellement, on n'a pas tellement d'informations, malheureusement. Ouais. D'autres questions? Oui. Allez-y, oui. J'ai une question sur 1827, vous avez dit qu'il y avait eu la crise du textile. Oui, alors ça nécessite effectivement de retourner même un petit peu en arrière, parce que j'ai parlé d'Amiens comme un grand centre textile, il faut savoir que ce n'est pas une histoire très linéaire, le textile à Amiens. Donc 1750, principal centre peignier de laine peignée en France. Jusque, on va dire, à la Révolution, où là, les affaires commencent à péricliter très sérieusement. Je vous rappelle, je vous ai montré le réseau de Degan. C'est un réseau qui est très porté sur l'étranger, très hispano-centré. Vous savez qu'après 1792-93, on a la quasi-totalité de l'Europe qui est liguée contre la France. Donc tous ces marchés-là, aussi bien en approvisionnement qu'en vente, c'est terminé. Donc ça veut dire que le secteur de la laine périclite gravement, et il est remplacé par un autre secteur qui avait vu justement le jour sous Louis XVI, à savoir le secteur du coton. D'accord ? Donc le coton, en fait, va permettre d'absorber en partie la crise de la laine à Amiens, sous la Révolution, sous l'Empire, va se développer encore sous la Restauration, et en fait, ce qui va se passer en 1827, enfin c'est 1826-27, c'est
c'est sur 2 ans. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une grave crise du coton. Alors, qui n'est pas propre à Amiens, elle est nationale, hein, mais Amiens est particulièrement touché par cette crise. Et en fait, on revient après 1827 à une situation un peu mixte. C'est-à-dire qu'on a un secteur du coton très réduit, mais qui se maintient. Donc les velours de coton tels que vous les connaissez vont se maintenir. Ils monteront en puissance après, vers le milieu du 19e siècle. Et on a surtout le retour en grâce de la laine. Hein, j'avais parlé de la laine cardée de Jean Duminy. Lui, il se casse la figure parce que c'est un produit de luxe, hein, la laine cardée. C'est des produits qui se vendent extrêmement cher. Il a déposé plusieurs brevets pour des nouveaux draps, mais c'est pas pour autant que les débouchés étaient présents. Donc on revient à de la laine, mais c'est pas de la laine pure. À partir de 1827, des années 1830, on va dire qu'on est sur des tissus de laine mêlée. C'est-à-dire qu'on a vous voyez ce que c'est la chaîne et la trame. Hein. La trame, donc, sera en laine, mais comment les fabricants amiénois vont redoubler d'ingéniosité pour inventer de nouveaux produits avec des fils différents dans la trame, par exemple. Le produit phare, à l'époque, dans les années 1830, dans la laine, c'est ce qu'on appelle la lépine. C'est un tissu qui mêle de la laine et de la soie. On en trouve d'autres, hein, mais celui qui va véritablement assurer, on va dire, le succès d'Amiens dans les années 1830, c'est celui-là, c'est la lépine, qui sera plusieurs fois primé d'ailleurs dans les expositions des produits de la manufacture et des produits de l'industrie en France. Voilà. Donc c'est pas une histoire linéaire. Alors ce que j'ai montré un petit peu dans la thèse, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on trouve dans d'autres centres, la laine amiénoise, jusque dans les années 1860, ne va pas être représentée par des grosses usines, par des grosses entreprises. On en trouve ailleurs, hein. À Reims par exemple. À Reims, on a des très gros fabricants, il y a eu une mécanisation qui a été quasiment explosive dans les années 1850. Ils sont envolés, c'était le premier centre lainier de France, de laine peignée, avant l'émergence de Roubaix-Tourcoing. Amiens, c'est resté très très modeste. Après, on va dire, la restauration, on est quasiment sur des chiffres presque constants dans la laine. On est aux alentours de 20-25 millions de francs de chiffre d'affaires annuel. D'accord? Alors, c'est dû en partie à ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'avec des négociants aussi puissants, eux, ils avaient intérêt à ce que, justement, on ait une dispersion du travail qui soit maximale. Pourquoi? Parce que, justement, ça permet de jouer de la concurrence entre les paysans qui sont sur leur métier à tisser, comme complément de revenus, qui peuvent produire de très belles choses, qui peuvent produire surtout des choses qui peuvent être changées d'une année quasiment sur l'autre. C'est-à-dire ils peuvent passer d'une fibre à l'autre, ils peuvent passer d'une trame laine à une trame lin, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Donc c'est une main-d'œuvre à la fois bon marché, compétente et très peu mobile. Là aussi, c'est quelque chose qui est très frappant, c'est la croissance urbaine d'Amiens au XIXe siècle. Alors, il y a une croissance, c'est vrai, la population augmente fortement, mais beaucoup moins fortement qu'ailleurs. C'est-à-dire que comparé à Reims, qui voit sa population quasiment multipliée par 60%, Amiens, on est aux alentours de 15-20%. Il y a très peu de mouvements vers la ville, tout simplement parce qu'il n'y a pas de grande usine, donc il n'y a pas d'intérêt, on va dire, à avoir des ouvriers en ville. En plus, d'un point de vue social, c'est très bien, parce que ça permet d'éviter les conflits, c'est mauvais pour les affaires, les conflits. Donc voilà. Donc c'est une main-d'œuvre qui est extrêmement intéressante et surtout qui conserve cette compétence longtemps. Et elle le conserve même tellement longtemps que, je vous citais tout à l'heure l'émergence de Roubaix-Tourcoing. Roubaix-Tourcoing, c'est les années 1870, grosso modo, hein. Notamment à partir du moment où, avec la guerre contre la Prusse, Reims est quand même touché. Donc Roubaix-Tourcoing prend le relais quasiment immédiatement. Mais ce qu'on constate à la même époque, c'est que Amiens qui stagnait, tac, ça remonte. Tout simplement parce que les fameux ouvriers, les ouvriers paysans, qui étaient encore dans les campagnes, là commencent justement à entrer dans les usines qui commencent à se mettre en place à Amiens. Et c'est déjà une population qui est formée, c'est une population qui est compétente, et donc qui va très rapidement se faire, si j'ose dire, aux nouvelles manières de produire. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Oui, on aime beaucoup la réunion. Voilà, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? S'il vous plaît, vous avez souligné que les familles se marient entre elles, donc l'endogamie, mais est-ce que des négociants entre les villes aussi, par exemple, vous avez trouvé trace d'un Niennois, de négociants niennois qui épousaient sur Reims? Non. C'est vraiment l'enfermement. Alors, l'enfermement, c'est pareil. c'est vraiment c'est de l'endogamie et endogamie géographique également. S'il y a un lien, par contre, entre Amiens et Reims, et c'est chez mes fameux teinturiers qu'on les retrouve. C'est-à-dire que c'est une population, comme je l'ai dit, qui est extrêmement importante pour la manufacture et pour les affaires des négociants. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'elles ne partent ailleurs. Et c'est justement ce qui se passe. Et on trouve des traces dans les affaires des prud'hommes, en fait, d'ouvriers qui ont décidé de partir, donc comment ils avaient ce qu'on appelle le livret ouvrier, comment ils devaient le faire remplir, la raison pour laquelle ils partaient, etc. Donc là, il y avait des prétextes plus ou moins fallacieux qui étaient inventés. Et puis, hop, tiens, on le retrouvait du côté de Reims. Et là, il avait justement créé une belle affaire de teinturerie. Il faut savoir qu'à Reims, justement, la teinturerie, c'est le point faible, justement. Et il y avait pas mal de tissus de Reims qu'on était obligé de faire venir à Amiens pour être teints à Amiens. Voilà. Donc, les seuls liens qu'on peut trouver entre ces deux villes, c'est du côté des teinturiers. Voilà. Mais les négociants, non. Alors après, il y en a peut-être. Je jure de rien, j'ai parlé des plus grandes familles. Vous avez vu, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus modestes. Là, je ne prétends rien. Il y a peut-être effectivement des liens avec d'autres places fortes, on va dire, du commerce en France, mais je les ai pas repérés. Voilà. Autre question? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'être venus ce soir. On se retrouve, si vous le souhaitez, le 11 mars pour une nouvelle conférence. Une conférence sur une autre époque, une conférence sur la Première Guerre mondiale, ou la Grande Guerre, qui sera donnée par Nicolas Bernard. Et Nicolas viendra nous parler d'une enquête qu'il a menée sur un enfant soldat originaire de Cannes en 1915. Voilà, donc rendez-vous le 11 mars prochain. Merci beaucoup, bonne soirée. Oui. J'ai noté que ce n'est pas la même heure que d'habitude. Si, c'est 18h30. Non, 18h30. C'est toujours 18h30 pour faire ça. Non, il n'y a pas de souci.